Toute pensée naît dans l'esprit de l'homme. Elle affecte son cerveau par l'intermédiaire de l'astrosome, et lorsque le cerveau l'aura élaborée, elle est projetée en l'astral où, vu la plasticité de la matière astrale, elle s'imprime et forme une image. Nous allons appeler les pensées imprimées en l'astral astroïdée ou astroimage. Si la pensée est forte et nette, elle peut se matérialiser même dans la matière physique. À titre d'exemple, on peut citer les célèbres expériences du commandant Darguet. En posant sur le front de Madame Darguet, plongée en sommeil magnétique, une plaque photographique, et en s'imaginant un aigle, il obtint sur la plaque une image d'aigle. Une autre fois, ayant plongé une plaque négative dans le bassin révélateur et tenant les doigts au bord du bassin, il regardait fixement sa canne, en désirant qu'elle se reproduisît sur la plaque, et en effet, une image de la canne s'imprima dessus. Une pensée contient un principe spirituel et la matière ou l'énergie astrale, et peut se réaliser comme action ou comme objet sur le plan physique. Plus une idée est forte, nette et persistante, plus profondément elle s'imprime en l'astral et s'y conserve plus longtemps. Par conséquent, des milliards d'astroïdées tourbillonnent en l'astral. Elles font vibrer les cerveaux d'hommes et en s'y combinant avec d'autres astroïdées, donnent naissance à de nouvelles pensées conditionnées par le caractère de l'homme. Le mouvement de l'astral et des astroïdées est régi par certaines lois. D'abord, comme nous l'avons dit, l'astral se polarise en positif et négatif. Et en vertu de cette loi, les pensées actives et volontaires affectent surtout l'homme passif et réceptif. En outre, puisque les astroïdées ont à leur base un élément spirituel, elles suivent encore une autre loi qui régit le plan mental et qui divise les idées en deux grandes catégories du bien et du mal. La première est caractérisée par bonté, amour, spiritualité, justice, harmonie, équilibre, et la seconde par méchanceté, haine, matérialisme, injustice et déséquilibre. En vertu de cette loi, les pensées de la même catégorie s'attirent et celles des catégories différentes se repoussent. Cette loi explique les sympathies et les antipathies, car un méchant s'écarte instinctivement d'un homme bon, puisque leurs astroïdées se repoussent. Par conséquent, en cultivant les sentiments et pensées nobles et élevés, l'homme attire les astroïdées d'amour et d'harmonie, tandis qu'en se laissant aller à la méchanceté, l'homme attire les astroïdées de haine et de crime. Les pensées peuvent être spéculatives, descriptives et volitives. La plupart des pensées contiennent un désir, c'est-à-dire un élément de volonté. Puisque la pensée a un pouvoir créateur en astral et tend à se réaliser dans le monde physique, on peut dire que toute pensée-désir constitue une force plus ou moins grande selon l'intensité du désir et le degré de volonté de l'homme. En projetant notre désir en l'astral, nous y créons une entité semi-consciente qui tend à réaliser notre désir dans le monde physique. Mais pour y arriver, plusieurs conditions sont requises. D'abord, la pensée doit être nette et précise. Donc il faut la formuler nette et courte et de façon qu'elle présente l'image du désir déjà accompli, c'est-à-dire au temps passé ou présent, afin de chasser de l'esprit toute idée de doute ou d'incertitude. Ensuite, avant de projeter la pensée en l'astral, il faut s'isoler de toute autre pensée ou préoccupation. Ayant obtenu cet état d'abstraction mentale, il faut concentrer toute son attention sur son désir, et enfin le formuler à haute voix. Avant de le faire, on peut contracter les muscles et les relâcher au moment de la projection. Cette manœuvre communique à la pensée plus de force vitale. La pensée une fois projetée, il ne faut plus y revenir dans la même journée, sinon nous retiendrions l'entité créée par nous et l'empêcherions de poursuivre sa course pour la réalisation de notre but.
De même, le chasseur qui jette le faucon en l'air ne le rappelle plus tant qu'il n'aura pas accompli sa tâche. On projette la pensée à haute voix, car les sons ont un grand pouvoir en l'astral. C'est pourquoi les incantations magiques sont récitées ou psalmodiées sur un certain rythme destiné à provoquer en l'astral les répercussions correspondantes. Pour revêtir notre pensée d'une force suffisante, il faut répéter la projection en l'astral pendant plusieurs jours, et à la même heure. Nous voyons donc que la volonté humaine a un énorme pouvoir. Mais la plupart des hommes n'ont ni assez de volonté, ni assez de persévérance, ni même une notion claire de ce qu'ils désirent. Dans la vie courante, la force de la pensée se fait voir tous les jours dans l'influence qu'un homme fort exerce sur un homme faible. Cette action est particulièrement manifeste dans l'hypnotisme. L'hypnotiseur annihile l'attention et, partant, la volonté du sujet et introduit en lui sa propre volonté sous forme de suggestion. En poursuivant la réalisation d'un désir, il faut voir avant tout ce que ce désir soit réalisable, c'est-à-dire qu'il ne se heurte pas au cadre de déterminisme qui limite l'activité de l'homme. Ensuite, il importe beaucoup que nos désirs aient pour objet des choses bonnes, élevées et altruistes, car de cette façon nous nous mettons d'accord avec les puissants courants cosmiques dirigés par la Providence. Tandis que l'homme qui se pose des buts égoïstes, méchants et haineux se met en opposition avec le courant cosmique de l'évolution, et quoi qu'il puisse réussir temporairement, en fin de compte, lui et son œuvre seront écrasés par les forces supérieures providentielles